Alors, mon invité s'appelle Stéphane Roder. Merci beaucoup d'être avec nous. Bonjour. Vous êtes le président d'AE Builder. C'est un cabinet de conseil en stratégie sur la data et l'intelligence artificielle. Vous êtes également professeur à l'ESSEC, expert auprès de la Fondation Jean Jaurès. Et puis surtout, c'est pour ça que je vous invite, parce que vous êtes l'auteur du guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. C'est votre 2e édition. Moi, j'avais déjà dévoré le premier, je dois dire. Donc, je me suis attaquée au 2e. Il vient de paraître chez Erol. Il est préfacé par Luc Julia, qu'on aime beaucoup. On reçoit régulièrement dans Smartech, qui est un chercheur et qui, d'ailleurs, dans sa préface, rappelle son arrivée en Silicon Valley dans les années 90, voilà, avec sa participation à l'émergence des premiers réfrigérateurs interactifs, des voitures autonomes, et puis surtout, il a participé à ce qu'on utilise pas mal aujourd'hui dans le monde, à savoir l'assistant vocal sur l'iPhone, Siri. Alors, il nous dit aussi, finalement, depuis que cette intelligence artificielle existe, elle s'est surtout intéressée au marché très grand public, à la grande consommation. Mais aujourd'hui, ce sont les entreprises qui sont face à ce défi d'intégrer l'intelligence artificielle. Quand je dis elles font face presque à une injonction, finalement, non ? On leur dit, ça y est, maintenant, vous devez intégrer l'IA. Parce que c'est comme ça, on n'a pas le choix. Non, je pense qu'il y a plus aujourd'hui une prise de conscience en fait de la performance de l'intelligence artificielle qui finalement est la traduction de l'utilisation d'une mathématique appliquée que l'on avait bien sûr avant, mais que maintenant on va utiliser pour tous les postes et tous les collaborateurs de l'entreprise pour être capable d'amener de la recommandation ou de faire des tâches que l'on ne faisait pas avant. Mais on n'en est pas encore à la jonction. Elle va bientôt arriver. Presque, parce que quand même, chapitre 2, le danger, vous nous parlez du danger de ne pas intégrer l'IA dans la transformation digitale. Exactement, parce que autour de nous, eh bien, les entreprises s'équipent et on voit notamment le marché américain s'équiper très très vite. On voit des secteurs entiers aujourd'hui généraliser en fait le déploiement de l'intelligence artificielle, alors que nous, on en est encore à oui, ok, on a réussi quelques cas d'usage. Et je pense que l'injonction va venir de par la compétition. Ouais. Mais alors, pourquoi on fait de l'IA ? Alors, pourquoi faire ? Pourquoi faire ? Eh bien, on a cette chance, en fait, d'être capable d'utiliser les données de l'entreprise, et même les données de l'extérieur, pour augmenter la performance de l'entreprise. Alors, augmenter la performance, c'est quoi ? C'est augmenter sa productivité, c'est peut-être baisser des coûts opérationnels, et c'est aussi générer de nouveaux revenus. Et en fait, on est en train de réinventer le modèle de l'entreprise de demain, un modèle où on va optimiser certaines tâches, on va être plus performant. Et on est dans une continuation naturelle, je dirais, de la mécanisation de l'entreprise. C'est-à-dire que on a vécu l'arrivée de la bureautique, l'arrivée de l'ERP, les suites métiers dans les années 2010. Là, aujourd'hui, c'est la suite, ni plus ni moins. On amène les mathématiques, en fait, dans la vie quotidienne de l'entreprise pour chacun des collaborateurs. Alors c'est une continuation pas aussi simple que ça, parce que comment s'y prendre ? Il y a quelques prérequis. Il y a quand même tout un chapitre avec énormément de sous-chapitres qui nous expliquent en fait ce qu'il faut mettre en place. Ça se fait pas comme ça d'un claquement de doigts. Non, ça c'est pas comme ça parce que il faut rationaliser en fait son déploiement. Pourquoi ? Parce que comme je l'ai dit, finalement c'est une vraie vision stratégique de l'entreprise liée à son business. Et donc il faut rationaliser. Et rationaliser, c'est venir servir avec cette intelligence artificielle, donc avec cette nouvelle capacité de recommander ou d'automatiser, venir servir les objectifs de l'entreprise. Donc il faut en être conscient. Et après, faire la part des choses entre ce qui est faisable et ce qui est tout de suite, et ce qui est faisable peut-être plus tard. Et donc, il va falloir le faire de manière tactique. Pourquoi ? Parce que, d'abord, toutes les données de l'entreprise ne sont pas en qualité. Et c'est naturel. Et ça, c'est normal. Parce que, historiquement, les données sont arrivées, on les a utilisées comme ça. Donc, il faut tactiquement aller mettre en qualité les données. Au fur et à mesure se déplacer, use case par use
cas d'usage par cas d'usage. À un moment, on aura beaucoup en fait de données utilisables dans l'entreprise, mais ça ne se fait pas d'un coup. Voilà, donc c'est un peu ça qu'on a voulu. Il faut mettre en place aussi une gouvernance, Oui. ou aller chercher de nouveaux talents, peut-être parfois créer des métiers. Exactement, c'est-à-dire que ce côté rationnel, une fois qu'on a une trajectoire, une roadmap, il faut organiser l'entreprise, vous avez tout à fait raison, pour qu'elle soit à même en fait de réaliser cette transformation d'Ataya. Et ça impose finalement d'avoir ce qu'on appelle une gouvernance. Alors maintenant, on l'appelle la gouvernance fédérée. Pourquoi ? Parce que il faut que toutes les entités aient la possibilité de faire ce qu'elles veulent, mais aussi qu'elles soient régies par certaines règles. Pourquoi ? Parce que ça va rendre homogène le déploiement. Il faut donc du data management, on en a parlé pour la qualité de la donnée. Il faut aussi du déploiement, mais du déploiement de manière industrielle, qui lui aussi va rendre homogène en fait la manière dont c'est déployé. Et à la fin, il faut autonomiser l'entreprise pour que d'elle-même elle se transforme. Et ça se fait à travers les offres de services. Et donc en fait, il y a tout un cycle de vie, une courbe d'apprentissage de l'entreprise qui va l'amener à se transformer. Mais quand on vous écoute, on comprend quand même la nécessité de faire attention à ce qu'on fait, d'avancer pas à pas sur ce sujet. Je parlais des nouveaux métiers, par exemple chez AI Builders, vous avez des AI Business Owner, AI Product Owner, tout ça. Bon, c'est des nouveaux métiers autour de la data science aussi qu'il faut savoir appréhender. J'imagine que vous êtes conscient que ça peut faire peur à certaines entreprises, et puis surtout que peut-être des ETI, des PME, vous dites elles sont concernées aussi, vont se dire c'est pas pour moi là, c'est pas mon urgence quoi. C'est vraiment la grosse difficulté finalement, parce que on a ces 4 dernières années travaillé beaucoup avec les grands groupes qui ont les moyens en fait de faire ce genre de déploiement assez complexe. On entre dans une nouvelle ère avec l'arrivée du Generative AI qui n'est ni moins qu'une continuité, mais qui quand même est beaucoup plus packagé. Donc on le voit avec un grand acteur comme Microsoft qui vient proposer des produits plus packagés. Avec le Copilot, vous voulez dire ? Copilot, ChatGPT lui-même est un produit fini, alors que d'autres proposent des modèles qui ne sont que des paramètres, mais c'est à vous de faire le produit fini. Ouais. Et donc cette vision très produit amenée par Microsoft va permettre certainement en fait une meilleure pénétration de l'IA dans l'entreprise, quelle que soit sa taille. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a pas eu cette commoditisation que l'on attendait du machine learning. On espère qu'elle va venir, en tout cas, sur cette partie traitement du langage naturel qui est le Generative AI text-to-text. Maintenant, il y a toute cette partie quand même analyse qui est compliquée en fait pour les ETI et pour les ETI, je dirais encore, parce que on a eu heureusement et malheureusement ChatGPT qui nous a fait un peu croire qu'on pouvait tout faire. Et donc aujourd'hui, le travail que l'on fait plus avec les ETI, c'est de recadrer, de dire ah non, ça c'est un peu du fantasme, et de dire attention, revenez sur des choses qui vont vous apporter de la valeur à votre business. Il ne s'agit pas avec tout ça d'optimiser l'utilisation des salles de réunion. Ça sert à rien, on s'en fout. Il faut, au contraire, optimiser peut-être votre chaîne de production, le rendement de votre chaîne de production, votre supply chain, faire des synthèses de vos documents. Si vous avez de l'ingénierie, peut-être qu'on est capable d'apprendre l'ingénierie de votre entreprise. Enfin, est-ce qu'on vous demande... Concentrons-nous sur des choses qui portent de la valeur. Parce que je parlais des nouveaux métiers, mais à l'inverse, est-ce que ces entreprises qui viennent chercher conseil auprès de vous et de votre cabinet, est-ce qu'elles vous demandent quel poste je vais pouvoir supprimer ou remplacer par une IA générative ? Pas encore, parce que on est plutôt aujourd'hui... Il n'y a pas ce fantasme aujourd'hui, en France en tout cas ? Pas encore, en tout cas à ma connaissance. Aujourd'hui, on est plutôt on est en train de rajouter des fonctionnalités qu'on n'avait pas. On est en train de digitaliser des métiers qui ne l'étaient pas. Regardez les ressources humaines, et c'est encore très manuel comme métier. Il n'y a pas du tout toute la partie administrative. C'est vous qui faites les déclarations à la main, qui lisez le truc. C'est pas du tout digitalisé. Donc
là-dessus, on est encore en train d'optimiser des parties, gérer du stock. La gestion du stock partout, hein, c'est bon. L'année dernière, c'était pas mal. On va mettre les mêmes chiffres ou un tout petit peu moins. Puis bon, voilà. Donc, Vous voulez dire qu'on est au tout début même de la digitalisation, finalement? globalement, on est au tout début. Ouais. Pourquoi? Parce que les entreprises l'ont fait très ponctuellement. Ouais. Pernod Ricard, par exemple, qui a merveilleusement réussi, a fait 4 cas d'usage en 4 ans. Ouais. D'accord? Alors qu'il y en a certainement plein, mais on ne peut pas aller plus vite que la musique, et ils l'ont fait merveilleusement bien dans le monde entier, pour le coup. Mais c'est en fait 2024-2025, c'est certainement ça le challenge, c'est comprendre à quelle vitesse il va falloir généraliser. Et autant des early adopters comme des Pernod Ricard, des grands groupes comme ça qui étaient en avance vont certainement pouvoir passer la vitesse supérieure, autant les followers qui ont été réveillés par ChatGPT, ils ont tout à rattraper. C'est vrai que on va plus vite parce qu'on a vécu ces 4 années, donc on arrive avec des méthodologies tout faites qui marchent bien. Mais le challenge pour nous, ça va être de les mettre rapidement au niveau pour qu'au moment où il y a la généralisation contrainte, certainement, ils soient capables de le faire. C'est vraiment le challenge. Alors, Stéphane Roder, vous êtes un passionné par l'intelligence artificielle, hein, puisque c'est déjà quand même votre deuxième guide. Ça fait des années que vous vous intéressez à ce sujet, avant même la hype, largement avant la hype ChatGPT. Dans sa préface, Luc Julia parle d'une génération fascinée, façonnée par l'intelligence artificielle. Est-ce que vous vous reconnaissez? Nous, on l'a été parce qu'on était en cours tous les deux, et puis on était tous les deux dans des cours d'intelligence artificielle en 1988, où franchement ça marchait pas, et puis on y allait pour voir, quoi. Donc nous, on était fascinés. Luc était fasciné aussi par l'interaction homme-machine, c'est ce qui lui a permis de faire ces choses merveilleuses. Moi, depuis longtemps, je pensais que j'avais envie de reproduire la structure, en fait, du raisonnement. Et la façon dont on était capable, en fait, de représenter la donnée, ou en fait ce qu'on apprenait. Mais j'étais loin de tout ça. Mais en fait, voilà. Et comme ça marchait pas, bon, on a arrêté, on a fait autre chose, hein. Alors, il raconte que fasciné, façonné, mais que toujours il avait quand même cette idée, cette conviction et même cette préoccupation que la machine, le logiciel, serait au service de l'homme. Et d'ailleurs, vous, dans votre introduction, vous dénoncez les illuminés. Oui. Oui, parce qu'il y a des illuminés de l'intelligence artificielle aujourd'hui. Alors, vous en citez pas directement, mais enfin pratiquement. Hein, mais bon, un certain neurologue qui prend la parole sur les plateaux de manière assez catastrophiste d'ailleurs. Tout à fait, tout à fait. Et ça vous énerve, ça? Ah ben oui, parce que en fait, on est juste en train de rajouter une technologie avec de petites mathématiques. Franchement, hein, c'est pas grand-chose. Et on est très loin du raisonnement humain ou de l'intelligence humaine. Et on voit ces personnes qui en profitent en fait pour se faire mousser en disant que c'est la fin de l'homme, que c'est la fin de l'humanité, il va même y avoir des surhommes qui vont avoir de l'intelligence artificielle et des sous-hommes. Donc ça fait penser à l'Uberbench. Et donc en fait tout ça, ça sent pas bon. Ouais. Et en plus, vous avez calculé votre pourcentage, votre PDOM. Vous savez qu'ils font ça aux États-Unis. Alors c'est son pourcentage, on va dire, de pessimisme vis-à-vis de l'IA. C'est sur une échelle de 0 à 100, on se définit. Le pessimisme actuel. Le vôtre. Le mien. Ouais. Moi, vous êtes sur 0% par rapport à ce que peut donner l'IA dans le futur. Non, mais en fait, c'est comme tout. Il va y avoir des utilisations perverties. Et c'est à nous, citoyens, à notre démocratie, aux législateurs, de reprendre la main. Alors, Stéphane Roder, on arrive à la fin pratiquement déjà de cette grande interview. Je voulais faire une petite interview express avec vous et mes questions binaires. Donc, oui ou non, toutes les entreprises doivent se mettre à l'IA? Oui. Vrai ou faux, les entreprises sont encore très loin de l'IA? Non. C'est-à-dire? Non. C'est vrai ou faux? Non. Elles sont loin de l'IA? Faux, non, faux, elles ont pris conscience. Vous aimez ou vous n'aimez pas toutes ces façons d'adopter l'IA en entreprise? Pour vous, il y a des bonnes et des mauvaises méthodes? Non, il n'y a pas de mauvaise méthode. Ce qu'il faut, c'est se confronter.
Est-ce que vous êtes d'accord ou pas avec les chiffres inquiétants qui ont été publiés par le FMI sur l'emploi, sur l'impact de l'IA sur l'emploi? Pas d'accord. Faux. Ah, pas d'accord. Pas d'accord. L'IA Faux, impactera très faux. 40% des emplois dans le monde. Vous Ouais. dites non. Vous n'y Non. croyez pas. Alors regardez, si on reprend l'historique, la bureautique, ça a été 10%. Là, on n'espère pas faire mieux, hein. Donc, oui, il y a des métiers qui vont disparaître. Les cochers ont disparu, hein, c'est toujours la même histoire. Mais en même temps, ce ne sont que des recommandations que l'on fait à l'humain. On va automatiser des toutes petites choses. Et il parle aussi de l'aggravation des inégalités sociales avec des augmentations d'écart de salaire. Ça, on le voit déjà. Alors ça, aujourd'hui. c'est tout à fait faux. Ça, c'est Ouais. complètement faux. Et ça, c'est une vision, on ne sait pas d'où elle sort, mais encore une fois, elles ne sont pas bons. Non, ne va pas générer des écarts de salaire. Encore une fois, l'intelligence artificielle vient donner des recommandations. C'est à l'humain de les accepter ou de les refuser. Après, on est capable parfois de faire quelques automatisations. Regardez, dans l'assurance, par exemple, on est capable d'automatiser le traitement des sinistres automobiles à hauteur de 28%. Ben, c'est pas énorme, c'est pas 100%, jamais. Alors, c'est mieux ou pas d'accélérer la recherche et les capacités technologiques de l'IA? Il faut faire de la recherche, on en a besoin. Maintenant, il faut aussi l'utiliser. Le vrai challenge, là, c'est le taux d'utilisation des entreprises. La recherche, c'est très bien, c'est vrai, ça crée de l'innovation, ça va créer de la richesse. Et en plus, on en a beaucoup besoin, parce que aujourd'hui, un ChatGPT, c'est 175 milliards de paramètres. Chaque fois que vous posez une question, vous allumez un arrondissement de Paris. Donc, on a encore besoin de travailler. Mais là où il faut se concentrer, et surtout, je pense, les pouvoirs publics et tout le tissu économique, hein, c'est le taux d'utilisation. Il faut utiliser aujourd'hui. Merci beaucoup Stéphane Roder. Je rappelle la publication de votre ouvrage Guide pratique de l'intelligence artificielle dans l'entreprise. C'est la 2e édition parue chez Erol. Merci Delphine. Merci Stéphane. Allez, à suivre, c'est notre rendez-vous sur les cryptos.